Donc ma première question, Géry, c'est en tant que citoyen lambda, puisque c'est comme ça que je me pose, et je suis indépendant de tout organisme, je suis juste un être humain, un citoyen français, et je me pose comme tel. Et je te demanderai, Géry, qui es-tu? Qui je suis? Un idéaliste dans ce monde si bruyant, qui justement, depuis tout petit, essaye d'entendre le bruit du monde. Et c'est pas forcément facile d'être au diapason. Parce que je suis dans mon caractère la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que mon prénom, Patrice, qui est mon prénom d'origine, veut dire Patrius. Et Patrius, c'est le sage ou l'ermite. Et c'est tout à fait ce qui me correspond. Je suis quelqu'un qui, dans mon caractère plus profond, euh, vit beaucoup avec du recul sur les choses. D'ailleurs, j'ai besoin d'un certain recul, sinon j'arrive pas à analyser les choses quand je suis dedans. Je crois que c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs. Quand on est dans le feu de l'action, on voit moins bien l'action. Quand on a un pas de recul, on voit mieux ce qui se passe et donc on peut éventuellement anticiper. Donc moi, je suis comme ça, un idéaliste. Donc les idées te traversent l'esprit, tu les mets en mûrissement hein, dans ton cerveau, et tu rencontres des choses qui t'interpellent à certains endroits. Quelles sont donc ces choses qui t'amènent à avancer dans ta vie et à suivre un cheminement, et lequel a-t-il été, quoi? En réalité, très vite, je me suis rendu compte que dans le monde où on vit toujours grâce à des pyramides. Le monde entier a été dressé comme une pyramide. C'est-à-dire que n'importe où tu ailles, il y a toujours le socle, c'est-à-dire ce qui crée les choses, qui fait les choses, et il y a toujours le sommet qui dirige les choses. C'est partout. Peu importe dans quel organisme, dans quel système social tu te trouves, c'est toujours comme ça. Il y a toujours le sommet et la base. Euh, j'ai très vite compris que c'était le problème fondamental de l'humanité. Et très vite, en me penchant sur l'histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'ai tout de suite vu où étaient les failles. C'est-à-dire que ces erreurs qu'on a trop souvent répétées et qui ont fait l'histoire de chacun en fait, hein, avec des hauts et des bas. Mais surtout dans l'histoire de la France, j'ai tout de suite vu que à partir du moment où on a commencé à vouloir structurer certaines choses, c'est là où c'est parti un peu en freestyle, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, mais ça n'a pas toujours été à bon escient. Et, euh, et je me suis rendu compte que sans la force du nombre, on pourrait rien faire. Et c'est en fait exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude de gens qui se disent ça fonctionne pas, ça va pas, on est au bout de nos institutions, on est au bout de nos possibilités, il faut changer tout ça, il faut se réunir. Et c'est là où on a un problème, parce que personne n'arrive à se réunir. Pour toi, quelles sont les raisons de ce blocage, on peut dire Bah, les raisons, c'est que déjà, nous sommes condamnés à ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons été façonnés pendant 2000 ans. Euh, Avant ces 2000 ans, la vie était relativement simple, en fait, parce que des gens vivaient selon leur culture, en mode tribal. Il y avait un chef, effectivement, mais un chef qui était là un peu, c'était plus un guide. C'était un guide avec une espèce de conclave de sous-chefs, et les gens établissaient des règles de vie. Il y avait souvent le sorcier, hein, celui qui pouvait oui, tout à fait. voilà, prévenir de certaines choses, qui était aussi un peu guérisseur.
Et ces tribus, bon, ma foi, elles fonctionnaient comme ça. L'objectif, c'était qu'il fallait chasser pour manger, il fallait protéger les familles, les groupes, et il fallait faire respecter son habitat et son territoire. Bon, rien d'extraordinaire, en somme, des choses qui sont tout à fait déjà basiques et qui sont tout à fait faciles à mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des millénaires, on l'a fait. Et puis un jour, les choses ont changé. On a commencé, alors sous des prétextes guerriers, et c'est un peu l'inconvénient des choses qu'on a vécues, ce sont les guerres. Les guerres ont cette faculté-là, c'est que elles vont toujours en grandissant. C'est-à-dire que il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité des combats ou des guerres qui sont allés en se diminuant. Ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que en règle générale, le conquis cherche des alliés pour être beaucoup plus gros et plus fort afin d'abattre son ennemi qu'il a conquis quelque temps avant. Et donc, le conquis, par la suite, lui aussi va chercher d'autres alliés et d'autres forces pour être beaucoup plus important. Et là, on s'est retrouvé dans l'histoire de l'humanité face à des guerres carrément catastrophiques, mais qui n'ont fait que grandir. Et c'est ce qui a aussi modifié les États, les empires, les territoires, parce qu'on a toujours cherché à avoir de plus en plus. Je pense que le problème, à la base, il est là. Quand tu regardes les Indiens de l'Amérique du Nord, au départ, quand tu regardes ces peuples vivre, tous ces Indiens, d'ailleurs, sur les quatre coins du monde, parce qu'en fait, le système tribal indien, c'est quelque chose qui existait à peu près partout. Et ce système-là, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que on est dans le respect de la nature, on est dans le respect des animaux, on les respecte en tant que tels pour ce qu'ils sont. On a besoin de chasser parce qu'il faut se nourrir, mais on ne fait pas de la chasse un sport. On en fait un système pour se nourrir. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, nous, on a chez nous une petite camarade qui s'appelle Florence, qui est éleveuse de bisons, et je vous garantis que la chasse au bison par les Indiens avec des flèches, croyez-moi que c'était pas de la rigolade. Il y avait souvent des morts parce que le bison a cette faculté, c'est qu'il, une fois adulte, quand il a un ennemi en ligne de mire, il ne lâche pas l'affaire. Et ça peut être un animal extrêmement dangereux. Il faut savoir que les Indiens, alors nous qui sommes allés chez Florence, on a pu évidemment jauger l'épaisseur du crâne d'un bison et surtout sa peau. Alors déjà, il faut savoir que, vous savez, les ustensiles que les gens dans les abattoirs utilisent, vous savez que le poinçon qui passe sur le crâne ne fonctionne pas sur les bisons. La boîte crânienne est beaucoup trop épaisse et trop dure. Ces choses-là ne les tuent pas. On ne peut pas atteindre le cerveau. Donc les Indiens devaient tirer dans l'intérieur de la cuisse pour les blesser aux deux jambes pour qu'ils ne puissent plus s'échapper. Et ensuite, ensuite c'est terminé. Mais c'était très difficile. Quand vous viviez dans cette harmonie-là, l'homme, les animaux, la nature, le respect de certaines choses, tout fonctionnait bien. Un jour, nous en France, on a changé notre système de régner et notre système de territoire. C'est-à-dire que les Burgons, qui étaient une des tribus que nous avions en Gaule, a eu des gros soucis avec les Alamans, et ils ont appelé un ami à eux. Un des chefs Burgons connaissait un roi dans les plaines qui étaient au-dessus, vers la Belgique et la Hollande, qui s'appelait Clovis. Il est venu aider les tribus Burgons à bouter les Alamans hors des territoires de Gaule. Bon, ce qu'il a fait avec succès. Clovis, qui n'avait que 16 ans à l'époque, était déjà roi, il avait une armée, il avait déjà fait ses preuves, et accessoirement, il a aussi bouté les Romains hors de Normandie, puisqu'il restait une poche là-haut. Bon. Il est évident que nos païens de Gaulois
quand ils ont vu ce type arriver avec son armée, ils ont dit, tiens, c'est quelqu'un d'assez costaud, c'est quelqu'un qui tient la route, on pourra en faire notre chef. Et ils en ont fait leur chef. Et 2 ans après, il est devenu roi de France. Ça a été le premier roi de France dans sa destinée et dans sa dynastie. Et ça a ouvert la porte à 1200 ans de royalisme. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, c'est un fait. C'est arrivé, c'est comme ça. Pour des raisons militaires, nous avons trouvé notre premier roi, qui accessoirement était plutôt un roi belge, hein, ou germanique si vous voulez, Oui. que français. Voilà. Mais nous sommes partis sur cette base-là. Alors, la base n'était pas mauvaise. À l'instar de ce que beaucoup de gens disent. La royauté à cette époque-là était complexe, mais assez structurée. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que le système royaliste avait établi des règles sociales en son sein, qu'on ne connaît pas. Par exemple, les retraites. Les retraites étaient assurées dans le royaume par toutes les personnes de la même profession. C'est-à-dire que tous les cordonniers mettaient l'obole et c'était distribué aux vieux du métier qui ne travaillaient plus de manière à ce qu'ils puissent subsister. Alors c'était dans toutes les professions comme ça. Le seigneur assurait la pitance, d'accord, ce qui est un minimum syndical, de manière à ce que tous ces gens puissent avoir un minimum pour manger. Le corps ecclésiastique, lui, se chargeait de soigner les pauvres. Donc les gens étaient quand même pris en charge, malgré ce que l'on dit. Et le Seigneur avait évidemment obligation de protéger ces gens, bien sûr, c'était sa règle. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a établi un système féodal, mais un système social qui fonctionnait. Pour preuve, nous n'avons pas dans notre histoire de roi s'appelant le satanique, le terrible, le despote. Non, non. Nous, on a des rois qui s'appelaient le bon roi Louis XVI, le roi Soleil, Hugues le Grand, enfin des choses comme ça. Donc vous voyez, ça reste tout à fait assez sympathique sur les sobriquets que le peuple donnait à leur roi, parce que c'est le peuple qui donnait ces surnoms. Et bon, voilà, on n'a rien de particulier là-dessus. Ensuite, nous avons décidé, pour des raisons que chacun estimera comme il veut, par le corps d'une certaine caste dans la société, ils ont décidé qu'il fallait changer ça. Toujours pareil, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, la question n'est pas là. En 1789, on a décidé qu'on allait changer ce système. Et donc, on est passé à la monarchie constitutionnelle. C'est un autre système. C'est un autre système, mais par contre, qui est régi avec le tiers-État, donc tout un bloc de groupes politiques qui étaient différents, donc les montagnards, les jacobins, les girondins, la monarchie, l'ecclésiastique aussi, parce qu'ils avaient du poids dans le gouvernement. Et donc ces gens-là ont décidé qu'ils allaient régner avec le monarque, parce que le monarque Louis XVI était toujours là, il a été là pendant 3 ans, car il n'a pas été tué à la Révolution comme beaucoup pourraient le penser, il a été décapité le 21 janvier 1793. Pas parce qu'il y avait eu la Révolution, mais parce qu'il avait été considéré comme traître à la nation, puisqu'il avait décidé de s'enfuir avec sa famille. Et pourquoi ? Parce que les gardes révolutionnaires tuaient à tout va les gens sur Paris, qui se plaignaient d'une situation économique qui était pire qu'à l'époque du roi. Ils se sont rendus compte, ils mangeaient de moins en moins bien, déjà qu'ils ne mangeaient pas beaucoup avant, et donc la situation était catastrophique. Et donc, énormément de Parisiens et de gens autour ont été tués par les gardes révolutionnaires parce que, justement, les gens se plaignaient. Louis XVI décapité, qui est donc le souverain en France, par la décapitation de Louis XVI, le peuple français devient souverain. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est lui le patron en France. Sous la jour
le joug, bien sûr, de ce tiers-État, qui est un mélange politique de différents groupes qu'on connaît, Danton, La Rochefoucauld, Robespierre, etc., etc., Marat. Marat, qui était d'ailleurs un psychopathe, hein, il faut quand même le dire. Oui, Tous, tous ces gens bien intentionnés sont quand même tous des gens, sont quand même des gens, excusez-moi, plutôt dangereux et avec des idées plutôt obtus. Donc c'est eux qui ont mené la France. Et puis nous sommes arrivés à un moment donné, au bout de quelques années, nous sommes arrivés à Napoléon Bonaparte. Mais Napoléon Bonaparte, qui lui a constitué un empire et qui, de par les erreurs des autres, a établi beaucoup de choses qui ont participé à faire fonctionner. Alors c'est pareil, je ne vais pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est un fait. Euh, Bonaparte nous a apporté les services militaires, ce qui a permis d'ailleurs à beaucoup de Français d'apprendre le français, parce que les gens ne savent pas non plus que les Français ont commencé à parler français qu'au début du 19e siècle, hein. Avant ils ne savaient pas parler français. Il a apporté tout ce qui est administratif en France, il a amené les préfectures. Alors la préfecture, c'est pareil, la préfecture, c'est un garde-fou pour l'État, car le préfet, c'est un officier d'État qui est capable de générer une armée pour venir à la rescousse de l'État. Il faut le savoir. Ça a morcelé la France. Pourquoi Bonaparte a fait ça? Parce qu'avec la révolution de 1789, il s'est rendu compte, il suffisait d'aller à Vincennes, choper Louis XVI, et l'État était fini. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller chercher Louis XVI au château. Déjà, ça ne servirait à rien, ça n'arrêterait pas l'État, et l'État serait de toute façon toujours aussi fort, puisqu'il a tout un tas de vice-présidents qui peuvent prendre sa place. Le premier, c'est le président du Sénat. Ensuite, c'est le président du Conseil constitutionnel. Ensuite, c'est le président de la Cour de cassation, etc., etc., qui arbore la place en attendant, au bout de 6 mois, le déclenchement d'une autre élection pour élire un président de la République. Et si demain il y avait une sédition ou une guerre civile en France, tout préfet en France a le pouvoir, sur son simple appel, de générer toutes les forces en présence, gendarmerie, police, douane, police de l'air et des frontières, et armée, pour pouvoir venir à la rescousse de l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la République, telle qu'elle est conçue, n'est pas le royaume que l'on a connu avant. Et c'est ce qui ajoute des difficultés. C'est pour ça que quand j'entends des gens parler sur des réseaux sociaux de ci, de là, en expliquant qu'ils vont évidemment renverser tout ce qui est mis en place, ils sous-estiment le caractère, comment je dirais, cintré que l'État a mis en place. Ça sera beaucoup plus compliqué. Nous ne sommes pas le Sri Lanka, qui a 3 ans et demi a renversé son pays en 3 heures à peu près. Il y a eu des milliers de morts, mais en 3 heures, l'affaire était pliée. Nous ne sommes pas le Sri Lanka. Alors maintenant, on est en République, on est à la 5e. Donc on a eu 2 empires, 5 républiques, une monarchie constitutionnelle et un royaume de 1200 ans. Donc au bout de 2000 ans, le constat, il est simple, nous régressons. C'est un état de fait, nous régressons, nous avons en France de plus en plus de pauvres, travailleurs, des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Donc là, évidemment, on peut se poser toutes les questions du monde. d'accord. Donc, je constate que, comme un citoyen normal, tu as fait tes recherches, tu as étudié l'histoire, on s'en rend compte avec ton déroulé conséquent, qui part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, hein, dans les grandes lignes, et sur les comportements des uns et des autres à travers l'histoire, et on tombe sur forcément quelqu'un qui a des questions qui se posent dans sa tête, quoi. Quelles ont été ces questions après ce constat Eh bien, horrible, quoi?
La question que je me suis posée, c'est que malgré ce que les gens pensent, justement en 480, donc avant que la France change, il y avait une forme de politique au sein de toutes ces tribus qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire que, et ça c'est tribal, parce qu'on n'en parle jamais, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Demos Kratos, c'est-à-dire les Grecs, les inventeurs de la démocratie, entre guillemets, Oui, euh, sauf que ce qu'on ne dit pas de cette démocratie-là, c'est que dans la toge, seules alors les personnes âgées n'avaient pas le droit d'y aller, les femmes n'avaient pas le droit d'y aller, les étrangers n'avaient pas le droit d'y aller, les chômeurs n'avaient pas le droit d'y aller, enfin parce qu'il n'y avait pas de travail, etc., etc. les esclaves non plus. Voilà, les esclaves encore moins. Alors, c'est sûr que c'est de la démocratie, mais enfin c'est de la démocratie quand même avec un ticket d'entrée, donc c'est particulier. Mais c'était un début déjà. Même si c'était pas parfait, c'était un début. Il y a des gens dans ce monde qui ont compris ce système et qui s'en sont servis. La Suisse, déjà, pour commencer, le Liechtenstein, ce sont des gens qui se, qui se servent du système démocratique dans ce sens que ils font ce que faisaient les tribus dans le temps. Pour des questions graves, ils appellent toute la tribu. Et alors certains faisaient parler les oracles, d'autres, voilà, ils posaient la question, et le peuple tranchait. Alors évidemment, dans les tribus, les femmes, à cette époque-là, évidemment, ne donnaient pas leur avis, parce que c'était comme ça. Les enfants non plus, les jeunes, c'était surtout les guerriers, les plus vieux, bon. Mais il y avait une forme de démocratie. Et si tu regardes bien l'histoire, tu te dis, oui, ça fonctionnait. Aujourd'hui, le constat que je fais, moi, c'est que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que la démocratie. Aujourd'hui, le mal dont souffre notre pays et puis même Occident. les autres pays, oui, Hmm. c'est justement ce mal de démocratie parce que on n'a pas suffisamment écouté le peuple. Et aujourd'hui, le peuple, il est à vif, il est malheureux, il est poussé dans ses retranchements, et il en crève qu'on ne vienne pas lui dire, mais dis donc, on voudrait faire telle chose, qu'est-ce que tu en penses toi? Parce qu'en fait, le peuple, il demande pas grand-chose, le peuple. Le peuple, le peuple veut pas prendre les rênes du pouvoir, ça ne l'intéresse pas. Déjà parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a autre chose à penser, et que beaucoup ne s'en sentent pas capables. Mais par contre, il veut qu'on lui demande euh, des choses basiques. Par exemple, on veut faire un chèque de, je sais pas moi, de 500 millions à l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et là, le peuple va dire ce qu'il a à dire. Dans toute sa Oui, splendeur. Il va donner son avis. Parce que ça le concerne. Ces 500 millions, c'est son argent. Et peut-être que le peuple français, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'il a des idées différentes, lui. Peut-être qu'il a des projets dans sa tête en se disant, bah tiens, nos frères de différents endroits sont comment avancer au niveau eau potable, il faudrait les aider. Penses-tu qu'on pourrait vivre en totale démocratie? Alors, non, on ne peut pas vivre en totale démocratie. Déjà parce que la démocratie, c'est très particulier. Si tu regardes la Suisse, par exemple, la Suisse, c'est un bon exemple. La Suisse est un gouvernement fédéral démocratique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vous jure que quand je vous dis ça, c'est vraiment un exemple pour nous. Et je ne comprends pas que tous les gens qui vivent autour ne s'en sont jamais inspirés. La, la Suisse est un pays où il y a 5 langues différentes, déjà. Dans le même pays, ils ne parlent pas la même langue. Ils ont donc des conseillers fédéraux, forcément, qui ont le poste, on pourrait presque dire, de gouverneur de région. Il y a un président qui chaque année change. Vous voyez, donc c'est pas quelqu'un qui peut tabler sur du long terme. Ça fonctionnera pas, parce qu'il sait même pas s'il sera là l'année prochaine. Les seuls qui sont amenés à pouvoir faire des projets, ce sont ces conseillers fédéraux, mais bien sûr avec le peuple derrière, parce que le peuple, figurez-vous, il donne son avis. Mais il donne son avis.
je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'année dernière, on est quand même allé jusqu'à demander aux Suisses la couleur des poubelles. Alors, ça fait rire beaucoup de gens à l'époque, mais moi, je suis désolé. Je préfère vivre dans un pays où on me demande si je veux une poubelle bleue, verte, jaune, j'en sais rien, et que ça soit peut-être exagéré, que je vis dans un pays où on me demande rien et on m'impose tout. Vous voyez? Alors, je sais qu'il n'y a pas toujours un juste milieu dans toutes ces choses-là, mais moi, je pense que c'est important. Je pense que même si ça fait rire les gens, je pense que choisir la couleur de ces poubelles, ça peut être un acte citoyen important, parce que si tu vas jusque-là, tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, c'est ça que je vois. On appelle Euh, ça l'appropriation des lieux. C'est oui, qu'on ben fait c'est ce les qu'on dit. lieux à notre image. C'est ça. C'est ça, parce que c'est notre pays. Il est à nous, le pays, normalement. Il nous appartient. Eux, ils sont là pour juste faire fonctionner les choses. Et en fait, malheureusement, parce qu'on s'est laissé faire, hein, parce que c'est aussi de notre faute, hein, on va pas non plus tout leur mettre sur le dos, parce qu'on les a laissés faire, ces gens-là, petit à petit, ont cru qu'ils étaient monarques. Et donc, maintenant, ils agissent en tant que tels. Ils agissent en tant que tels. Et ils sont même surpris quand tu dis à ton Premier ministre, bah, attendez, monsieur, vous avez payé 12 000 euros un avion pour aller faire votre conseil municipal où vous allez jamais. Et là, vous avez une charge importante. Et là, vous y allez, cette fois-ci, pour pas perdre votre poste. Voilà. Et tout le monde sait de qui on parle, hein. Oui, non, mais je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui font ça. Des gens qui font ça. Aujourd'hui, hein, cette semaine. Oui, oui, il y a des gens qui ont fait ça, oui, c'est clair. Alors, attendez. Ah, une question. C'est quoi la question? Dans ce système suisse, on pourrait vivre dans ce modèle? Ah ben, tout à fait, parce qu'en réalité, alors évidemment, tout ça, c'est évidemment des choses qui sont compliquées, qui sont longues à mettre en place. Il y a évidemment des obligations légales hein, à mettre en place, mais on peut le faire. C'est-à-dire avoir des conseils fédéraux, euh, des groupes bien formés. Alors nous, on a de la chance en France, hein. On a des régions, ça tombe bien. Alors je parle des anciennes, hein, je parle pas des nouvelles, parce que les nouvelles, elles valent rien. On a des régions, donc on a la Bretagne, on a la Corse, on a la Bourgogne, je sais pas moi, l'Alsace, tout ça. C'est impeccable pour nous. Vous vous rendez compte? Si demain il y avait une assemblée alsacienne, bretonne, comme il y a en Corse d'ailleurs, Conseil Corse, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? On pourrait juger des choses déjà sur place, ce qui me paraît logique, parce que, oui, par exemple, l'Alsace ne rencontre pas les mêmes problèmes climatiques que la Martinique, par exemple. Vous voyez, la Martinique, ils sont rarement embêtés avec la neige. Vous voyez, les chasse-neige et les routes départementales, mais c'est moins leur problème. Par contre, eux, ils ont d'autres problèmes. Donc, c'est normal que quelqu'un qui soit de la Martinique puisse gérer les problèmes de la Martinique. Mieux que quelqu'un qui habite à Paris et qui a jamais mis les pieds en Martinique, par exemple. Vous voyez, ça me paraît tout à fait évident. Donc oui, on pourrait le faire. Pour ça, bon, il y a des lignes directes à prendre, il y a des choses qui sont à mettre en place. On peut le faire, ça peut prendre un peu de temps, mais ça peut être intéressant. Et nous mettons en permanence, je suis sûr qu'on ne connaît pas tout. Ben non, on n'est pas tout au courant de tout. Enfin, Mais même les Suisses, hein, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, ils posent la problématique en disant que leur état et leur fonctionnement est en constante évolution. Parce que rien n'est parfait, quoi. oui, oui. C'est qui pose une question, tu m'as dit? C'est Phil Révolte. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Penses-tu que les citoyens français voudront participer à la votation vu le alors en fait, dans le cas de la démocratie directe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on est malheureusement, alors c'est le seul point noir de ce système, on est obligé de faire comme les Belges, c'est-à-dire que le vote est obligatoire. Sinon, la démocratie n'a aucun sens. La démocratie n'est valable qu'à partir du moment où tout le monde donne son avis. Si tu n'as que la moitié de la population qui donne son avis, ça n'est plus une démocratie, c'est une dictature. Et oui, l'idée générale, c'est que tu dises quelque chose. Alors, tu dis oui, tu dis non, mais tu dis quelque chose.
pour qu'on puisse savoir de quel côté on est en fait. Hein. Euh, Rappelez-vous, il y a il y a des votes en France qui sont à monter à plus de 68%. Du temps du général de Gaulle, il y a eu des choses comme ça. Et lui, le général de Gaulle, le jour où on a dit non à 47 et quelques pourcents, il n'a pas hésité à démissionner. Le message était très clair. Alors, c'était une erreur, peut-être, mais le message était très clair. Les Français ont dit non au général de Gaulle, il est parti. Point barre. Il est tout à fait respectable et judicieux parce que on respecte la Constitution. Oui, oui, le vote blanc dans le vote obligatoire est comptabilisé. C'est l'avantage pour le côté démocratique. Parce que, alors, les gens des fois ne comprennent pas, mais le vote blanc, ça a une signification très précise en matière électorale. Quand il est comptabilisé, quand on le reconnaît, il suffit d'avoir une majorité en vote blanc et le vote blanc confère l'annulation de l'élection et une autre élection quelques mois plus tard, mais avec d'autres candidats. On peut Voilà. rajouter à cette formule l'abstention. Alors, alors, il y a pas dans ce système-là, il n'y a pas d'abstention, puisque le vote est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu fais un vote blanc, soit tu votes pour oui, soit tu votes pour non. Mais il faut absolument avoir le vote blanc, si tu veux, dans la démocratie, c'est une forme de contestation. Et justement, Oui, oui. quand la contestation est la majorité, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est-à-dire que ou la question est pas posée comme il faut, ou alors il y a des garde-fous qui n'ont pas été mis en place. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le peuple te dit non, non, l'idée peut être intéressante, mais c'est pas ça qu'on veut. D'accord, donc on change. Alors ne pas oublier, puisque dans la proposition de ce genre d'institution, c'est que les questions qui sont posées au peuple, c'est les peuples qui les ont annoncées. C'est-à-dire qu'il y a des propositions faites par les citoyens au gouvernement en disant ben, je voudrais qu'on parle de changer les poubelles dans ma ville, Hmm. tu vois, ou dans les villes de France, par exemple. Oui. C'est un certain nombre de questions qui vont valider qu'à un moment donné, il y a un référendum. D'où la nécessité des gens de s'impliquer en disant, voilà, moi j'aimerais que cette chose-là, elle évolue, quoi, ou elle se transforme, ou qu'elle s'arrête. Du départ, ça vient du peuple, quoi. Alors en fait, il y avait dans les aux européennes, il y avait enfin, oui, on va dire une trentaine, mais il y avait moins que ça. Il y avait 30 listes citoyennes. Et donc sur ces 30 listes citoyennes, il y avait que 14 listes qui étaient réellement citoyennes, c'est-à-dire parce qu'il y en a certains qui étaient quand même affiliés à Écologie Les Verts, aux socialistes, aux communistes, certains, le groupe Lyot, enfin bon, ils étaient quand même un peu politisés. Mais dans les 14 qui restaient, il y avait des gens qui proposaient différentes façons. Elles sont toutes acceptables, elles sont toutes entendables, elles sont toutes valides. Si vous voulez. Bon. Euh, il y avait les groupes constituants en mairie. Voilà. Les gens dans des boîtes ou des choses pouvaient déposer des requêtes et ces requêtes étudiées et donner peut-être à l'échelon national une interrogation nationale sur un problème. Nous, à l'époque, on avait proposé un système. Moi, j'avais trouvé ça en 94 en Norvège. J'avais trouvé le système intéressant. Alors, c'était un peu différent parce que Stavanger, à l'époque, posait des questions à ses administrés par le biais du site internet qu'ils avaient fait sur leur ordinateur. Ils avaient fait un ordinateur et ils posaient des questions et les gens de Stavanger répondaient sur le site en donnant leur avis. Du coup, je me suis dit, tiens, ça c'est un système qui est intelligent, avoir une espèce d'interactivité avec le peuple. En fait, l'idée, moi, c'était que on crée sur le ministère de l'économie et des finances une espèce de questionnaire, un talon supplémentaire, on clique dessus et tu tombes sur référendum. Et là, les gens écrivaient directement leurs questions et toutes celles qui se ressemblaient étaient concentrées
et ça donnait lieu à une consultation nationale. J'avais trouvé que c'était pas mal, et qu'on puisse discuter un peu avec tout le monde, et voilà. Moi, Une question, De quoi? Alors attends. question de radioactivité. Et comment tu désignes ceux qui doivent faire appliquer les décisions votées par... Alors, nous, à l'époque, on avait choisi un système simple, un peu comme la Suisse. Nous, on avait opté pour un conseil démocratique citoyen. Et ces gens-là, c'était des gens lambda qu'on prend dans le peuple, comme les jurés d'assises, exactement pareil. Ils étaient choisis au hasard. Par contre, à la différence des jurés d'assises, tu avais le droit de refuser. On les prenait aussi selon les professions, pour qu'on ait quelque chose d'à peu près homogène à chaque session. Ces gens-là faisaient une session de 1 an, un peu comme un service militaire. Ils étaient là pas pour prendre des décisions, pour exécuter ce que le peuple demandait, et surtout, comment on dit, surveiller les hauts fonctionnaires. Parce qu'évidemment, dans le système démocratique tel que nous on le voyait, il n'y avait plus de président, de ministre, il n'y avait plus de Sénat, de l'Assemblée nationale, de Conseil constitutionnel et de Conseil d'État. Tout ça, évidemment, disparaissait, puisque ça prend une manne d'argent énorme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore sauté en l'air quand j'ai appris que Mazarine Pageot, qui n'est strictement rien pour l'État français, on est bien d'accord, hein, Mazarine Pageot a toujours l'attribution, alors là elle a un château qui est gardé par 5 gardes républicains, elle a des policiers qui sont mis à sa discrétion pour la protéger, on ne sait pas de quoi, qui habitent eux-mêmes dans une maison bourgeoise à 11 km, et tous ces gens sont payés par nous pour la protéger. Alors je comprends pas pourquoi, je sais pas ce que Mazarine Pageot, qui est une écrivaine, puisqu'elle est écrivaine, je vois pas pourquoi elle a ce régime-là particulier, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans son cas, et ça n'est pas normal. Tu veux que des gens sans formation surveillent des hauts fonctionnaires. Alors, soyons clairs. Quelle est la différence entre Bruno Le Maire et Rachel Keke? La différence, c'est que Rachel Keke, qui est une élue de la nation, parce qu'elle est députée, n'a aucun diplôme. Elle était femme de ménage, elle n'a aucun diplôme, et elle est pourtant députée de la nation. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui n'est pas capable de déposer des motions de censure, de déposer des lois à voter au gouvernement, et des lois qui peuvent être intéressantes pour le peuple français? Non. Bruno Le Maire est certainement un des plus titrés en matière de diplôme à l'Assemblée nationale, car il en a des diplômes, il en a un paquet. Est-il plus légitime en tant que ministre des Finances? Absolument pas. Il n'a aucune connaissance dans la finance. Il n'a aucune connaissance dans l'agriculture, et pourtant, il a été ministre et de l'un et de l'autre. Est-ce que vous croyez très honnêtement que les gens que vous voyez à la télé sont les gens qui font fonctionner les ministères? Eh bien, pas du tout. Les gens qui font fonctionner les ministères sont les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires d'État qui sont là depuis 40 ans dans ces ministères. Alors des fois ça change, parce qu'évidemment selon la politique, on en vire, on en met d'autres, mais tous ces fonctionnaires d'État sont là depuis 40 ans et font tourner la maison. C'est évidemment et heureusement pas Bruno Le Maire qui décide en intégralité des finances françaises. Alors, il a évidemment pris des décisions qui nous ont mis dedans, mais pour le tout venant, on va dire, c'est quand même les hauts fonctionnaires qui savent de quoi ils parlent. Alors oui, on a besoin de gens qui vérifient si toutes les choses sont faites correctement. C'est-à-dire, si le peuple français a décidé que non, il n'y aurait pas de chèque qui est fait pour l'Ukraine de 500 millions, eh bien ce chèque ne sera pas fait là. Et donc, ce Conseil démocratique citoyen est là pour gérer, entre guillemets, les affaires courantes et certaines autres choses. Mais je veux dire, toutes ces personnes-là qui ont fait l'ENA,
qui ont évidemment qui sont bardés de diplômes à droite à gauche parce qu'ils ont fait des tas d'écoles, ne font pas de ces gens-là des gens qui sont légitimes. Le problème avec le peuple en général, c'est qu'il pense que les gens qui ont le plus de diplômes sont le mieux amenés à pouvoir mettre les choses en place, ce qui est totalement faux. Et ils pensent en plus que c'est eux qui sont le mieux placés pour gérer les problèmes qu'eux-mêmes ont mis en place. Vous voyez? Pour Non, prendre certaines décisions, il faut un minimum de formation. non, c'est pas vrai, absolument pas vrai. Euh, L'intelligence. Le premier homme qui a créé la roue n'avait aucune formation de charpentier. D'accord? Il a créé la roue parce que c'était pratique dans son travail. Ça n'a rien à voir. C'est une question de sens commun. Ils se sont rendus compte que des rouleaux d'arbres, quand on mettait une charge dessus, ça faisait glisser la masse. Et ils ont adapté ce système-là. Et c'est comme ça qu'ils ont quand même créé la première fois la roue, enfin le système pour déplacer les masses. Euh, quand quand toi tu es, mettons, tu es maçon, je veux dire, tu es maçon, tu vas faire ton travail tous les jours, tu reçois des factures à la maison, tu as un compte bancaire, tu as des enfants qui t'obligent à payer des écoles et des choses comme ça. Tu n'as fait aucune étude en finance ou en comptabilité ou en gestion. Et pourtant, tu payes tes factures, tu gères ton compte, tu gères les dépenses, tu le fais tous les jours. Quelles compétences tu as pour faire ça? T'en as aucune. Tu le fais parce que, d'une manière tout à fait intelligente et réfléchie, bah, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que tu fasses parce que tu ne peux pas dépenser plus d'argent que tu en as. Tu sais que tes enfants te coûtent tant à l'année parce que Kevin, il a 1300 euros par an dans son école de mécanique et Ginette, elle te coûte 800 euros dans son école de coiffure. Il faut budgéter ces sommes-là auxquelles tu vas rajouter ta taxe foncière pour l'appartement et plus de tas de choses à côté. Donc tu vas gérer cette chose-là. Quelle est la différence entre les 5000 euros que tu gères et les 5 milliards que tu pourras avoir? Aucune. C'est une question de gestion. À partir du moment où tu sais gérer ta vie, tu sais gérer le reste. C'est une question de bon sens. Tu as des gens comme le maréchal Gabelin, qui a fait les hautes écoles, qui a fait Saint-Cyr, et qui a été une catastrophe interplanétaire pour la France, et pour la gestion qu'il a eue. Et tu as des gens comme comme Bérégovoy, qui était mécanicien de formation, qui a été Premier ministre de la France, et crois-moi qu'il a pu gérer le gouvernement comme il faut. Ça n'est pas une fin en soi. C'est ça. On est toujours sur le questionnement de qui est Jerry, donc tout le monde peut se rendre compte que Jerry a justement ses questionnements. Il est allé à la rencontre d'informations, donc de l'histoire. Il a testé des choses dans sa vie. Il vous l'a dit, hein, parce que il vient de vous le dire. Et suite à tout ce cheminement intellectuel, social, cheminement de vie, il s'est posé plusieurs questions, hein, pour justement essayer de prendre place dans la société. Et il y a un parcours là que tu peux nous développer, Bah, Jerry? alors moi déjà, bon, de manière tout à fait basique, moi déjà, dans dans mes engagements, euh, je suis à l'opposé de ce qu'étaient mes parents. Moi, mon père était royaliste, ma mère était gaulliste, et moi, quand j'étais jeune, j'étais ouvrier, donc très naturellement, je suis parti dans la CGT parce que j'avais tous mes camarades du boulot qui étaient dedans, donc je suis parti évidemment dedans. J'ai très vite été dans les manifs et des choses comme ça. Et puis après, évidemment, en étant là-dedans, bon, j'ai un peu glissé dans le communisme. C'est le cheminement logique, vu le Ouais, contexte à l'époque. c'est ça, c'est-à-dire que il faut que tu comprennes jusqu'au bout exactement le fondement de tout cet idéal politique pour ensuite, si tu veux, bon après je suis parti au
au Parti socialiste. Mais quand je parle du Parti socialiste, moi j'étais plutôt chevènementiste. Donc j'étais D'accord. déjà avec quelqu'un qui était anti-Europe à l'époque. Oui, oui. J'écoutais j'écoutais Séguin justement sur la tribune en train d'expliquer le mal que ferait l'Europe à la France, économiquement, socialement et Mhm. tout ça. C'était édifiant. C'est ce qui moi m'a fait voter en 92 contre l'euro, persuadé que cette monnaie n'apporterait rien de bon à l'économie française. Bon, ça a été voté, c'est passé quand même. Bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, c'est cette chose-là. Alors moi, à la base, j'ai bossé trois CAP dans ma vie. J'ai commencé avec un CAP de boulanger-pâtissier. Ensuite, j'ai eu un CAP de peintre en bâtiment, ça n'a rien à voir. Et ensuite, je suis rentré dans les travaux publics. Et donc, j'ai un BEP de réseau et voirie dans les travaux publics. Et il se trouve que à la suite de quelques années en commercial, parce que j'ai vendu ces produits-là et tout ça, au bout de 5 ans, j'ai pu passer une VAE pour avoir l'équivalent d'un bac plus 2. Bon, c'est les études que j'ai fait grosso modo. Ensuite, dans le ferroviaire, parce que moi je suis rentré dans la sécurité ferroviaire assez tôt, j'ai eu l'occasion de passer d'autres examens dans cette branche-là, et je suis devenu responsable de chantier sur des plateformes ferroviaires jusqu'à pas longtemps, au mois de septembre, parce que j'ai été licencié en septembre pour des raisons médicales. Voilà. Parce que la sécurité ferroviaire a des obligations, même au niveau de la préfecture, qui ne rigolent pas là-dessus. Et bon, bah voilà, moi j'ai des soucis de santé qui ont fait que bon, suite à un accident du travail, ça n'a pas été simple. Donc mon cursus, il est là, et il est assez, il est assez emblématique. D'autant plus qu'après, quand tu regardes dans ma famille, alors chez nous, on est très, on est très, on est des patchwork parce que chez nous, il y a de tout. Et pourtant, c'est ce que j'ai expliqué une fois sur un live. Chez moi, j'ai des musulmans, j'ai des protestants, j'ai des catholiques. Moi, je suis déiste. On a donc une partie de la famille qui nous vient du Maroc. J'ai une autre partie de la famille qui vient d'Andalousie et une autre famille qui vient de la France et qui est plus précisément de la Mayenne. Voilà. Donc évidemment, c'est vrai qu'on avait des réunions de famille. C'était marrant, quoi, parce que mais tout le monde s'entendait bien et évidemment, personne n'avait les mêmes idées politiques. Mais c'est C'est bien, vrai. ça devait permettre des échanges, Ouais, voilà, c'était des marrant. discussions, et c'est la richesse de la différence que naît Oui, justement un vrai peuple, quoi. c'était marrant. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, grosso modo, voilà qui je suis. Et par contre, une chose qui est immuable chez moi, c'est que je me suis toujours battu pour défendre les autres, parce que j'ai une réelle inversion quant à l'injustice, et dès que je la vois, c'est plus fort que moi. Il faut que je me foute devant. Ça, c'est un truc. Il faut que je me foute devant. Il faut que je ma gouaille. Et à l'école, justement, on m'appelait l'avocat. Et dès que quelqu'un dans la classe, alors peut-être que bon, c'était peut-être logique, mais dès que quelqu'un se faisait réprimander ou que je trouvais que c'était pas tout à fait juste, systématiquement, je me mêlais de ce qui me regardait pas. Et chez moi, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est peut-être ça qui explique pourquoi tout ça derrière. À côté de ça, moi, j'ai un père qui était un érudit, qui adorait profondément l'histoire. Et j'ai beaucoup appris à son contact. Et bon, les bouquins aussi qu'on a eu à la maison, etc. Et ça m'a tout de suite passionné parce que euh, j'ai un gars sur TikTok qui s'appelle Gabriel et qui dit toujours, ça m'amuse toujours cette phrase, il n'y a pas de résistance si tu ne connais pas ton histoire. Donc, je trouve que c'est ça. Je suis Si tu, d'accord. si tu connais ton histoire, tu peux effectivement être un meilleur résistant parce que tu sais d'où tu viens. Voilà. Exactement. En connaissant ses racines, on va plus loin.
sur la construction de son avenir, quoi, puisqu'on a des bases qui sont ancrées, solides, on sait d'où on vient. Ça nous permet un petit peu mieux que beaucoup de savoir un petit peu mieux, même si c'est très empirique, hein, de savoir où on va. Donc justement, en faisant ce genre de démarche, tu arrives à un moment donné dans ta vie où il y a des décisions qui se prennent. Et oui. Et c'est généralement, c'est pas toujours les bonnes décisions, mais bon, tu le fais parce que tu le fais. Euh, tu sais, si on fait toujours on prend toujours des décisions, certaines sur des coups de tête et Mhm. certaines réfléchies. Et malgré ce qu'on croit, les décisions réfléchies ne sont pas forcément toujours les meilleures. Parce que tu réagis des fois dans l'impulsivité, c'est pas toujours bon. Mais des fois, moi, dans mon cas, moi, ça s'est quand même avéré pas trop mal, en fait. Et quand tu prenais du recul à réfléchir, tu réfléchis trop après. Bien Et sûr. tu n'arrêtes pas de trouver toujours la thèse et l'antithèse. Toujours. Alors oui, alors si je fais ça, ouais, d'accord, mais là, par contre, si je le fais pas, machin. Et en fait, ben, tu perds du temps et tu t'embrouilles. Et c'est pour ça que moi, j'étais plus quelqu'un qui a marché au feeling. Et je te dis, bon, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, une décision à un moment donné où tu avances sur des actions, ben, parce que la question génère forcément qu'est-ce que je fous dans ce monde et puisque tu as cette empathie, ce sens de l'histoire et le sens de l'entraide, hein, puisque c'est ce que tu dis, quoi. Et qu'est-ce que tu arrives à prendre comme position sociale pour avancer justement dans ta vie et dans la société, quoi. Bah, moi, alors, ces dernières années, depuis 2017, une chose est claire, moi, j'ai tout fait pour essayer de rassembler les gens autour d'une idée commune, justement la démocratie. En expliquant aux gens que 1200 ans de royalisme, 3 ans de monarchie constitutionnelle, 2 empires, 5 républiques. Bon, normalement, quand tu regardes cette espèce de pyramide des normes, tu te dis, quand tu changes quelque chose, c'est pour mieux, normalement. C'est toujours pour mieux. Et donc, au bout de 2000 ans, logiquement, nous, on devrait être au taquet, là. Ça devrait être le paradis sur Terre. Et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, je me dis qu'on a raté quelque chose. Et justement, euh, juste après les Gilets jaunes, alors moi, je suis sorti en novembre 2018, quand j'ai entendu Christophe faire son appel. J'habitais Sauveterre à l'époque, dans le Vaucluse. Et je me suis dit, bon, faut y aller. Donc j'y suis allé. J'ai pris mon gilet jaune et j'y suis allé. Et je me suis dit, je pars pour une manifestation. C'est-à-dire, je Mhm. pars, comme d'habitude, pour parler. Bon, évidemment, on parle de quelques centimes d'augmentation. Lui, Christophe, c'était pas que ça, en fait. Lui, il y avait ce problème-là, mais lui, en réalité, lui, il était sur une politique depuis quelque temps déjà sur autre chose. Mhm. Justement, il trouvait que bon, la République, ça allait bien 2 minutes, mais ça fonctionnait plus, et qu'il fallait d'autres systèmes maintenant pour qu'on avance. Mais il est sorti comme gilet jaune. Et donc, on est plein à être sorti à ce moment-là. Très honnêtement, j'ai cru, parce que ça a duré 1 an et demi, les gilets jaunes, quand même, hein. J'ai cru qu'on y arriverait, quoi. J'ai cru que là, ça allait être le mouvement, le système, qui allait tout changer. J'ai vraiment cru ça, hein, jusqu'au bout. Euh, Seulement de l'intérieur, je me suis rendu compte tout de suite ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, à cause de mon travail, justement, d'être gilet jaune dans des tas de villes différentes. Jusqu'à Paris, jusque dans le Nord. Et je me suis rendu compte que le manque de communication entre chaque groupe a fait aussi notre malheur. C'est-à-dire que, à trop vouloir ne pas avoir de représentativité, à trop vouloir écarter tout un tas de groupes de notre groupe, on s'est un peu isolé. Chacun est arrivé avec ses idées. À la fin du compte,
aucune idée n'était validée les uns avec les autres. Moi, je me souviens des réunions Gilets jaunes, c'était une catastrophe. C'est tout le problème de la question ouverte. Quand tu fais un référendum, tu poses une question fermée. C'est la base même de l'équation. Quand tu dis aux gens, par exemple, voulez-vous quitter l'Union européenne? Oui ou non? Il n'y a pas de ma grand-mère est malade, mon cheval n'est pas là. C'est oui ou c'est non. Ça s'appelle une question fermée. C'est-à-dire que tu n'as pas de choix que de réponse. Quand tu commences à dire aux gens, mais vous, sinon, être dans l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est une question ouverte. Et là, tu as 67 millions de réponses différentes. C'est le syndrome de l'accident de voiture. C'est-à-dire que ça fonctionne avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un accident de voiture, vous êtes 10 personnes, ça se passe devant vous, devant vos yeux, il y a 10 explications différentes. Alors que vous étiez au même endroit, au même moment, vous avez vu la même voiture verte qui est rentrée dans la voiture rouge, eh ben non. Il n'y aura pas toujours les mêmes explications. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et malheureusement, les Français, tu ne peux pas leur poser des questions ouvertes. C'est impossible. Sinon, tu t'en sors jamais. Il y a 56 700 des bananes d'adultes en France. Donc normalement, nous sommes 56 millions et quelques de décideurs. Si tu poses des questions à ces gens-là, il faut que tu leur poses que des questions fermées. Sinon, on ne peut pas y arriver. Quand on a fini les Gilets jaunes, à cause du coco entre autres, et puis des mauvais accords qui ont été signés, pas pour tout le monde d'ailleurs, on s'est retrouvés enfermés à la maison, en prison, pendant quelques mois. On a eu le temps de mijoter ce qu'on pensait. Les gens ont commencé à parler de mai 68, de plein de trucs. Rien à voir. Rien à voir. Les Gilets jaunes, au moment le plus fort, c'est 7 700 000 manifestants, outre-mer compris. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les outre-mer. Ils ont été un paquet, et eux, ils ont été jusqu'au bout, même pour la pique-pique. Il n'y a pas eu de mecs remplacés là-bas. Ils ont dit non, c'est non, tous ensemble. Voilà, c'est autre chose. 7 700 000. C'est énorme, 7 700 000. Comme je le dis souvent sur des lives, quand je fais des lives là-dessus, qu'on en parle, je dis c'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu en France. Ne me parlez pas de mai 68, ça n'a rien à voir. Mai 68, c'est 21 jours, dont 14 tenus par les étudiants de la Sorbonne. Les partis communistes et syndicats sont venus après, pendant une semaine, jusqu'aux accords de Grenelle. Ça n'a rien à voir. 7 morts en 68, 13 chez nous. Puis tous les gens qui ont été blessés, traumatisés, amputés, enfin bref, c'est catastrophe, les Gilets jaunes, par rapport à 68. Rien à voir. Comme je dis, les seuls qu'on pourrait éventuellement comparer, sauf que la fin est beaucoup plus tragique encore, sont les communards, les gens de la commune. 72 jours où ils ont repris le pouvoir, ils ont mis en place, mais oui, ils ont mis en place des lois, d'ailleurs des lois intelligentes, qu'on a admis par la suite, et qui, évidemment, au bout de 72 jours, sous la demande de M. Thiers, notre président de la République, ils ont tous été tués, sans exception. Les gamins... Fusil et baïonnette. Ah ouais. Ils ont tous été tués et ils ont un monument au Père-Lachaise sur un des murs qui rappelle cette glorieuse révolution. Mais si tu compares, si tu regardes, on n'a rien de commun avec les Gilets jaunes. Jamais. Jamais. Et si il n'y avait pas eu cet arrêt brutal, très honnêtement, parce que tu sais, quand on parle des 7 millions de gens, on parle de qui en fait? Quand tu sors manifester, tu représentes des gens. Tu représentes ta femme, ou ta femme, elle représente son mari, tes parents, tes enfants, enfin, je sais pas, t'es pas tout seul. Quand on parle des 7 700 000 personnes, moi, on peut dire allègrement 15 millions de gens. Ça représente 15 millions de gens. Oui. Qui est représenté à hauteur de 15 millions de Français ici en France actuellement? Personne. Personne. C'est donc la majorité silencieuse, les Gilets jaunes. Et encore, parce que
on n'a pas suffisamment le temps d'expliquer, de se mettre d'accord, de faire des ramifications, parce que je suis persuadé qu'on aurait duré 6 mois de plus. Ouais, peut-être qu'on aurait été 21 millions, ou 20 millions, je sais pas. On aurait représenté quelque chose. Bon, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Peut-être que ça a été voulu, peu importe. On va pas polémiquer là-dessus. Mais ça restera, pour moi, jusqu'à ma mort, certainement le mouvement le plus opportuniste de l'époque. Sans oublier que les Français au départ étaient hostiles aux Gilets jaunes. Ça aussi, on a un peu oublié. Je vous rappelle les gens qui se sont fait éclater par des bagnoles au rond-point. Il faut pas l'oublier, ça aussi. Non, c'est bien. Bah oui, non mais je veux dire, on a quand même été vachement décriés au départ. Et c'est après, deuxième saison Gilets jaunes, paf, ça y est, c'est parti. Là, les gens, puis on a eu les Outre-mer qui nous ont aidés parce que les Gilets jaunes, pour que les gens comprennent, c'est le Canada, c'est le Chili, c'est la Belgique, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, l'Allemagne, c'est la Hollande, c'est des tas de pays dans le monde qui sont gilets jaunes aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je me souviens avoir vu des vidéos sur des gens d'Amérique du Sud. Moi qui vis dans une région cosmopolitaine où les touristes sont là à foison, quand ils voyaient un gilet jaune, ils s'approchaient, ils disaient on est d'accord avec vous, en français, en anglais, en chinois, en japonais, en australien, tout ce que tu veux. Ils sont venus nous voir pour nous dire on est d'accord avec vous. Et si vous faites cette révolution, nous, chez nous, on la fera aussi, quoi. Les Oui, touristes nous disaient ça. et c'est clair, c'est clair. Je suis Donc ça d'accord. veut dire que quelque part, on a une image, nous, peuple français. Et bon, j'étais fier de ça, hein, et moi, ça m'a permis de porter un peu plus dans le cœur ce mouvement, quoi. Mm. Et Ouais, dans non, l'esprit, évidemment. je pense que ça restera gravé, ce mouvement-là, malgré tout.